Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce webinaire consacré à la prothèse de disque lombaire. Je remercie d'abord la JCR, Laurie et Jean de nous avoir fait confiance pour parler de ce sujet. Alors c'est vrai qu'initialement on avait prévu une journée, vous deviez venir au bloc avec nous. Bon, les circonstances font qu'on ne peut pas le faire cette année, on le fera l'année prochaine. Mais voilà, donc on a préparé ce webinaire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Hirsch, je travaille au Centre de chirurgie vertébrale à Montpellier. Avec Martin Gros-Ortiz qui est juste à côté de moi, Guillaume Geneste et Grégory de Garosa qui sont pas là, et bien sûr Thierry Marnet qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le créateur de cette fameuse ProDisc. Donc sans plus attendre, si ça veut bien, mais ça ne veut pas, pourquoi ça veut pas? Si ça veut bien, je vous présente le plan de notre webinaire. Martin va commencer par vous parler un peu de l'histoire de la prothèse de disque qui, à mon sens, vaut le détour. C'est une histoire locale, une histoire française. Il va vous montrer en vidéo cette fameuse voie d'abord rétropéritonéale que moi je trouvais très angoissante en tout cas avant. Et vraiment, les vidéos sont super et je pense qu'elles sont presque mieux que si vous étiez avec nous au bloc en fait. Ensuite, je vais vous parler de la mise en place de l'implant étape par étape, là encore sur une vidéo mais sur un workshop. Donc des vidéos moins jolies que celle de Martin. Et puis après, on va parler des indications. Et puis après, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Et j'ai essayé d'ouvrir un chat. Donc même si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser. Si j'arrive à voir le chat, je répondrai aux questions. Voilà. Bon, bonjour à tous, donc moi je suis Martin Gros-Ortiz, donc je suis chirurgien orthopédiste au Centre de chirurgie vertébrale à Montpellier. Donc voilà, je voulais vous parler de la prothèse discale lombaire. Donc comme Caroline, en fait, quand j'ai commencé, peut-être comme vous, c'était un sujet qui était un peu pas trop abordé en fait pendant mes études. Moi, j'ai fait une formation assez classique, comme la plupart d'entre vous, et j'ai pas vraiment appris en fait la voie antérieure au départ. J'en avais vu quelques-unes quand j'étais à Bordeaux, quand j'étais dans certains périphes pendant mon internat, j'en avais vu peut-être trois, quatre. À Bordeaux, j'en avais vu une bonne quinzaine, je pense. Mais ça restait assez mystérieux. Et surtout, on avait des informations qui étaient un peu contradictoires sur la prothèse. On me disait que ça marchait pas, certains me disaient que c'était super. Ben, j'avais plein d'informations différentes et donc j'arrivais pas à me faire une idée vraiment de ce que ça allait. Et la voie rétropéritonéale, je trouvais ça un peu angoissant aussi. Je savais pas trop si j'allais faire ça plus tard ou pas. Et il a suffi d'arriver à Montpellier, en fait, pour qu'on m'explique que c'était quelque chose qui s'apprenait facilement et surtout qu'on pouvait reproduire quasiment à l'identique à chaque fois avec très peu de problèmes. Donc, on voulait juste vous parler donc de cette prothèse discale lombaire, la prothèse donc, qui a été conçue à Montpellier. Donc, tout d'abord, les recommandations HAS que vous connaissez certainement depuis 2015 sur la prise en charge en chirurgie de lombalgie chronique. Ça représente quand même très peu des patients, donc à peu près moins de 1%. Et donc, les critères classiques, échec d'une prise en charge médicale pour une durée minimum de 6 mois et au mieux un an, et une incapacité fonctionnelle majeure. Donc, ça représente peu de patients, mais quand on fait des consultations, nous, c'est quand même plutôt trié, donc ça représente quelques patients qu'on arrive à sélectionner. Donc la prothèse, donc ça c'est la première version de la prothèse ProDisc donc qui a été inventée par Thierry Marnet. Donc Thierry Marnet c'est un chirurgien orthopédiste qui a exercé à Montpellier toute sa carrière. Il a exercé un petit peu à Nîmes au départ quand il est parti en libéral. Donc c'est un Parisien qui est venu s'installer pour son internat à Montpellier, qui a fait un internat dans le service du professeur Vidal. Il a fait un internat brillant et au début des années 80, il a commencé à réfléchir à deux sujets, un sujet sur la scoliose et un sujet sur la conservation de la mobilité au niveau lombaire. Donc on va parler de ce sujet-là. Donc au début des années 80, il a commencé à y penser, à dessiner plusieurs modèles. Nous, on a pu voir les différents dessins des prothèses auxquelles il avait pensé, puisque c'était un concept qui était ancien, depuis les années 50 à peu près. Et lui, il a pensé à une prothèse semi-contrainte. Voilà. Donc il a eu plusieurs idées, plusieurs dessins, plusieurs essais. Et en 84, il a sorti en fait cette première prothèse ProDisc qui ressemblait à ça. Donc deux plateaux en métal, donc c'était du chrome cobalt recouvert de titane, deux quilles en haut, deux quilles en bas, un noyau en polyéthylène qui était fixe.
Donc, une fois que cette prothèse a été conçue, il a fait les premières implantations par voie rétropéritonéale. Donc, c'est intéressant d'en discuter avec lui parce que la voie rétropéritonéale de l'époque ne ressemblait pas trop à celle de maintenant. Ça durait beaucoup plus longtemps, c'était beaucoup plus compliqué, c'était des chirurgies vraiment majeures avec des saignements artériels, veineux. Enfin, au début, ça a été assez compliqué, puis ça s'est simplifié. Donc, il a opéré 64 patients, 93 implants. Et ce qui a été la clé de son succès, c'est que pendant 7 ans, 6 ans, il a arrêté d'opérer, il a arrêté d'implanter cette prothèse. Il réalisait un suivi détaillé de tous ses patients pour pouvoir l'homologuer entre guillemets. Donc en 99, tous les patients avaient été revus et ça a fait l'objet d'un article en fait qui a montré les résultats de la prothèse discale qui était plus qu'encourageant pendant 7 ans. Donc il a été aidé par plusieurs chirurgiens et si vous regardez un petit peu cette prothèse, elle a été conçue donc par Thierry Marnet en particulier, mais il y avait d'autres concepteurs qui étaient avec lui, notamment Dr Ziegler qui est au Texas Back aux États-Unis. Donc voilà, ils ont revu tous ces patients et ils en ont conclu que c'était un implant qui était intéressant dans certains cas. Donc une fois la phase d'évaluation de cette prothèse, ils ont compris qu'il y avait des écueils dans leur implant et ils ont donc fait un deuxième développement d'implant avec cette deuxième prothèse, donc cette deuxième génération, qui était un petit peu différente et qui était beaucoup plus stable. Donc il y avait deux plateaux toujours en chrome cobalt recouverts de titane projeté, avec une quille, mais avec des plots en fait qui permettaient d'éviter d'avoir des expulsions des plateaux. Ce qui a été la clé de son succès, c'est qu'en 2006, elle a eu l'accord FDA pour être l'homologation FDA, donc elle a pu être commercialisée aux États-Unis. Et dans la foulée, en avril 2007, elle a été homologuée en France et donc le remboursement est parti et la prothèse a pu être posée de manière plus importante. Donc on va détailler ensemble les différentes clés de la voie d'abord antérieure. Donc comme je vous disais, au début quand on apprend c'est assez stressant, on pense que ça va, c'est compliqué, on se perd un peu, c'est pas des zones qu'on a l'habitude de travailler. Et puis on voit en fait que c'est assez reproductible, ça se ressemble chez les patients, il y a quand même des endroits qui sont clés pour réussir cette chirurgie. Donc tout d'abord l'installation, donc on sait qu'il y a plusieurs installations possibles, et nous celle qu'on a choisie c'est celle-là. Enfin moi depuis que je fais cette chirurgie, je n'ai fait que des chirurgies avec cette installation-là. On peut aussi faire un décubitus dorsal strict et se placer latéralement au niveau du patient, à gauche si on est droitier, à droite si on est gaucher. Mais cette installation à la française, elle est quand même elle nous semble plus intéressante parce qu'on travaille vraiment de face et on peut avoir deux aides s'il y a vraiment un souci important lors de la chirurgie. Donc, on installe un décubitus dorsal, toujours là aussi un arceau qui permet de faire des traces profiles assez facilement. On met des stitches aux deux membres inférieurs parce qu'on a déjà eu des soucis artériels et donc c'est vraiment intéressant d'avoir un saturomètre aux deux membres inférieurs. On peut mettre un système de vidéo qu'on voit sur la gauche, donc c'est assez facile. Nous, on met systématiquement un celle-ci. Ça ne sert pas. On se dit que s'il y a un souci, c'est toujours ça de gagner en temps. Et après, voilà, on peut commencer la chirurgie sans trop de difficultés. Je sais que certains d'entre vous mettent des petits appuis sous les cuisses pour détendre les psoas, mais nous, on le fait pas. Je l'ai déjà vu, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, voilà, nous, on le fait pas. Et c'est juste pour les chants, on fait pas un chant très restreint, on fait un chant qui va du sternum jusqu'au pubis. Au moins, on est prêt à intervenir en urgence sans difficulté. Donc, une fois qu'on a installé notre patient, on va commencer la voie d'abord. Donc, c'est une voie d'abord qu'on peut faire médiane ou horizontale en fonction des niveaux. Donc, on incise la peau, le tissu sous-cutané, la paroi abdominale. Une fois qu'on est arrivé sur la paroi abdominale, en fait, on peut commencer, voilà, une fois que la paroi abdominale apparaît, on l'incise. Et là, c'est tout verticalement pour nous. On incise la paroi sur la distance sur laquelle on veut travailler. Donc là, on soulève les abdos du côté gauche, puisque on passe en rétropéritonéal gauche.
Après, la clé, on le verra ensuite. La clé, c'est vraiment aller chercher le psoas pour décoller le péritoine. Donc ça, c'est vraiment une étape super importante. Moi qui m'a posé problème au départ, peut-être qu'elle vous posera pas problème à vous, mais moi en tout cas, elle m'a posé problème. Tant qu'on n'a pas trouvé le psoas, il faut pas continuer parce qu'on sera dans le mauvais plan et ce qu'on risque, c'est de déchirer le péritoine. Ensuite, nous, on utilise systématiquement le synfrane, donc l'écarteur avec des valves plutôt métalliques, en fait, qui sont plus rigides que des valves carbone qui peuvent poser problème. Et voilà, donc on écarte le péritoine et on laisse apparaître les vaisseaux. Voilà. Donc dans cette première partie de la voie d'abord, il y a deux étapes clés. La première, c'est la visualisation des vaisseaux épigastriques qu'on voit ici. Donc là, c'est une voie d'abord droite, hein, que vous soyez bien orienté. Donc une fois qu'on a vu ces vaisseaux épigastriques, on peut continuer. Pourquoi on va les voir? C'est parce que la plupart des hématomes rétropéritonéaux qu'on a en post-opératoire, c'est un défaut de contrôle de ces vaisseaux. Donc ça, c'est vraiment super important d'aller les contrôler. Et la deuxième, c'est la visualisation de la ligne arquée. Donc, elle n'est pas souvent sectionnée. Dans la plupart des cas, on essaie de la conserver. Et si on est obligé de monter pour faire un L4, L5, L3, L4 ou plus haut, là, on se pose la question de la sectionner. Dans un premier temps, on essaie toujours de l'effondrer, en fait, plutôt de de la remonter. Si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on décolle bien le péritoine dessous, parce que ça, c'est une source de brèche péritonéale assez importante. On met plutôt son ciseau assez latéralement, donc plutôt vers les transverses. Et en fait, on remonte progressivement le ciseau pour ouvrir le péritoine, pour ouvrir la ligne arquée et pas le Là, péritoine. on est reparti sur une voie gauche. Hein, Et là, on est reparti sur une voie gauche. ouais. Ouais. Et l'étape clé, c'est le psoas. Donc le psoas, on le reconnaît assez facilement. C'est une grosse masse musculaire. Donc là, on est encore sur une voie gauche avec une fibre, une fibre blanche comme ça qui se reconnaît super facilement. Et de toute façon, au toucher, vous rendrez compte en fait que vous êtes sur le psoas. Et au bout d'un moment, vous vous rendrez même compte s'il y a encore du péritoine ou pas dessus. Et ça, c'est super important. Au début, vous verrez que vous êtes sur le psoas. Et après, il faut aller regarder pour voir si vous êtes vraiment tout décollé. Et quand on est décollé, on a le psoas qui a cette forme. Tant qu'il y a du péritone dessus, ça fait une pellicule blanche dessus et il faut pas continuer. Si vous continuez, vous allez déchirer. Et une fois que vous aurez l'habitude, en fait, c'est vraiment la sensation. Une fois que vous aurez l'habitude, vous sentirez qu'il n'y a plus de péritoine sur le psoas. Et une fois qu'il n'y a plus de péritoine sur le psoas, c'est vraiment, on peut commencer à mettre les valves en toute sécurité. Ça vaut le coup aussi à ce moment-là de commencer à aller palper les artères en fait pour voir un petit peu où on est. Déjà pour voir s'il n'y a pas de calcification qu'on n'aurait pas vu sur les angioscans ou angio-IRM et pour commencer à voir un petit peu comment c'est disposé pour pas mettre pour pas faire de plaies en fait en mettant les valves. Donc les valves on les met toujours au-dessus des artères pour repousser le péritoine. Donc nous on met toujours la valve de droite, donc là sur une voie gauche, toujours la valve de droite pour écarter, découvrir le psoas, puis la valve de gauche qui va charger tout le péritoine. Donc en fait, on décolle un petit peu le péritoine au ras des artères et on charge le péritoine avec la valve de gauche. Et une fois qu'on a fait ça, on met la valve vers le haut. On met toujours trois valves au départ. Et là, ça fait une exposition un petit peu comme on a vu sur la première slide. Donc ça, c'était les trois étapes fondamentales pour continuer. Ensuite, Ensuite, on va commencer par le plus simple, à bord du L5S1. Donc, une fois qu'on a mis ces trois valves dont je vous parlais, on repère un petit peu le disque et on commence par faire une petite coagulation au bistouri électrique ou à la bipolaire. Et voilà, et on décolle toutes les structures qu'il y a devant le disque. Donc là, on voyait qu'il y avait la l'iliaque droite qui apparaissait. Une fois qu'elle est apparue, qu'on a décollé, on protège avec les valves. Et petit à petit, avec les tampons montés, on essaie d'exposer le disque. Voilà, on contrôle tous les petits vaisseaux présacrés qu'il y a devant. On peut le faire à la bipolaire. Nous, on le fait assez souvent à la bipolaire en L5S1. Voilà, après, on peut le faire aussi à la monopolaire assez faible. Ben, on utilise vraiment beaucoup plus les tampons montés que la dissection en fait. Donc une fois qu'on a exposé le disque, on a vraiment des expositions qui sont assez larges pour être confort pour travailler et pouvoir implanter la prothèse dans de bonnes conditions. Voilà. Une fois qu'on a donc chargé les vaisseaux,
du côté, donc du côté gauche de la vidéo, donc c'est là où vous allez charger les vaisseaux. Du côté droit, vous allez plaquer les vaisseaux gauche contre le psoas, et là vous aurez une exposition en toute sécurité. Donc la valve qui peut poser problème, c'est la valve du haut, parce qu'on peut avoir la veine iliaque gauche qui repasse dessous. Donc si vous avez ça, c'est pas un problème. Une fois qu'elle est remontée, vous contrôlez bien qu'elle repasse pas dessous, et vous pouvez sécuriser votre valve avec un pli, sans difficulté. Donc à la fin, vous devez avoir une exposition qui ressemble un petit peu à ça. Donc la valve qui est à gauche sur la photo qui contrôle les vaisseaux droits, la valve droite qui contrôle les vaisseaux gauches, et une valve vers le haut qui contrôle surtout la veine iliaque parce que c'est celle qui pose le plus de problèmes. Et d'ailleurs, les plaies, c'est uniquement au niveau quasiment uniquement au niveau des veines qu'on a. Donc ça, c'était la voie d'abord L5S1. Celle qui est plus technique, mais qui est quand même, moi je trouve, assez reproductible, c'est la voie d'abord L4, L5, et donc les voies d'abord supérieures, L3, L4, L2, L3, c'est un petit peu plus marginal et particulier. Donc une fois qu'on a repoussé le péritoine, on a toujours cette vision des vaisseaux iliaques, donc on les voit sous le tampon. Pareil, on fait une petite incision au niveau du disque au bistouri à la monopolaire. On protège bien ces vaisseaux iliaques avec son tampon et on commence à décoller tout doucement. La première étape, c'est d'aller chercher la veine. Toujours aller chercher la veine parce que c'est la veine qui saigne et qui pose problème. Et là, on voit qu'en descendant, on va chercher l'iliolombaire. On va en parler sur une autre vidéo qui va permettre de... Ça va être la clé en fait de l'exposition. Là, l'iliolombaire, elle est déjà partiellement contrôlée et on voit qu'on arrive à décaler les vaisseaux sans trop de difficulté. C'est jamais brutal, c'est toujours progressif et c'est toujours avec les valves qu'on cède pour exposer. Mettre l'index droit sur la valve, c'est la clé aussi pour pas que les vaisseaux repassent en dessous. Les valves métalliques, c'est encore une fois, c'est une aide très importante. Les valves carbone, moi je trouve elles sont trop malléables et on a des problèmes en fait pour maintenir chez les patients qui sont un peu corpulents. Donc voilà, l'exposition, c'est toujours celle-ci. Donc 3 valves. La quatrième, c'est juste pour la photo. Donc une valve qui tient les vaisseaux, donc celle qui est à gauche. Une valve pour exposer, donc qui repousse le psoas à droite et le sympathique. Et une valve vers le haut. Alors la valve vers le haut, toujours pareil. Attention, on peut avoir les segmentaires du dessus. Vous la remontez et vous allez contrôler, voir si elles sont pas tendues. Si elles sont tendues, il faut les contrôler. Veine puis artère ou artère et veine, ça dépend un petit peu dans quelle configuration. C'est souvent la veine d'abord et l'artère après. Et tant qu'elles sont pas tendues, vous les respectez. Si elles sont tendues, il faut les contrôler. Donc vous avez compris que la clé de l'exposition L4, L5, c'est l'anastomose iliolombaire. Donc on l'a filmé avec une veine, une caméra. Voilà. Donc, on est sur le disque. Donc, c'est une caméra frontale. On est sur le disque et on voit que la veine apparaît sous ma pince. Là. Donc, on fait des petites coagulations, mais à distance. Avec le tampon, je repoussais la veine. Et là, on va aller chercher toujours au même endroit l'iliolombaire. C'est en dessous du disque et on descend. Tant qu'on l'a pas trouvé, on continue pas. Parce que si on continue et que la veine est disposée de cette façon-là, donc là, c'est une veine qui peut se rompre en fait à l'écartement, on fera des plaies. Donc on a essayé de déterminer un petit peu des critères de conservation ou pas. Au début, moi ce que je vous conseille, c'est tant que vous pouvez, il vaut mieux la ligaturer, c'est une sécurité. Après, vous pouvez vous poser des questions. Donc quand vous avez des veines qui sont comme ça à distance du disque, assez importantes, assez longues, plutôt ascendantes, celle-là, on peut la conserver. Par contre, donc là, on est sur une voie droite, donc là, c'est la veine cave, et vous voyez que l'anastomose, elle est vraiment petite, elle est surtout très tendue. Si vous repoussez la veine cave, là, c'est quasiment joué à 100%, vous allez la rompre, et un trou sur l'iliaque ou la veine cave, c'est jamais facile à contrôler. Ce qu'on vous conseille aussi, quand vous avez une plaie, premier réflexe, tamponner. Ça, c'est vraiment le premier réflexe. Si au tamponnement, vous avez le contrôle du saignement, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a probablement peu de chances que vous soyez obligé de suturer. Donc, toujours premier réflexe, vous tamponnez, donc vous mettez des surgicelles, un hémostatique, des compresses, vous tamponnez, vous contrôlez, vous repoussez avec les valves. Si vous avez le champ qui est sec, vous pouvez continuer.
Et en fait, votre temps opératoire sera le temps de votre tamponnement. Une fois que vous aurez retiré vos valves, la plupart du temps, vous aurez l'hémostase. En tout cas, vous aurez fait votre geste dans de bonnes conditions. Parce que le risque, c'est que si vous faites suturer ou si vous suturez vous-même, c'est de prendre du tissu discal, du prédiscal avec la suture et après de pouvoir mobiliser vos vaisseaux. Ça, c'est déjà arrivé. Donc ça, c'est des critères qui sont importants, mais nous, ce qu'on vous conseille au départ, ligature est là. Ensuite, on arrive sur le disque. Donc quand on est sur le disque, nous, on utilise tout le temps la monopolaire. Donc on fait une incision au ras du plateau supérieur de la vertèbre inférieure, une incision au ras du plateau inférieur de la vertèbre supérieure, deux incisions latérales. On décolle à la cobe en fait au ras des plateaux en essayant de respecter au maximum l'os sous-chondral. Une fois qu'on a décollé, on enlève le disque. On distracte, on a des distracteurs. Voilà le distracteur qui est placé sur la droite, on distracte. Et là, vous pouvez vraiment faire tous les gestes, même presque endocanalaires, comme sur un cervical d'ailleurs. Voilà, là on voit que j'ai ouvert le ligament commun vertébral postérieur, que j'obture avec l'aspiration. Et là, vous pouvez faire tous les gestes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez à peu près cette image-là. Donc vous avez le disque qui est complètement réséqué. Vous allez bien réséquer en dessous. Vous faites attention du côté gauche à pas remonter trop votre kérison pour pas arracher les vaisseaux iliaques. Ça c'est déjà vu aussi. Donc ça c'est vraiment un conseil. Faites attention. Si à ce moment-là l'implant d'essai ne rentre pas, il n'y a pas 50 solutions. C'est que votre résection elle est insuffisante. Donc il faut continuer à faire la résection ou que votre ouverture en arrière est pas suffisante. Donc là, vous rentrez votre gabarit d'essai, vous le choisissez en fait avec votre sensation, la radio. On utilise souvent du 10, du 11. Après voilà, vous faites le coup d'ostéotome pour la marque centrale. Donc là, bien une radio de face pour être certain d'être de face. Certains utiliseront la navigation, nous on utilise plutôt la radioscopie, ça nous semble suffisant. Ce que vous voyez à droite, c'est un frein. C'est important aussi pour pas enfoncer trop le gabarit et pas faire de recul au niveau du sac dural. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous pouvez sereinement mettre votre prothèse qui sera parfaitement guidée et qui prendra la direction. Donc là, pareil, conseil, la mettre plutôt postérieure. Essayez d'aligner les plateaux. Donc c'est assez facile d'aligner les plateaux. Vous abaissez votre main, vous tapez, c'est le plateau du bas qui recule. Vous relevez votre main, vous tapez, c'est le plateau du haut. Donc c'est assez simple. Il faut bien contrôler. Si elle est trop enfoncée, vous pouvez retirer. Et s'il y a vraiment un problème, vous larguez tout, vous retirez la prothèse, c'est super simple. Avec une cobe, vous allez au ras du plateau et vous faites pivoter la prothèse, elle sortira, ça fait aucun souci. Et vous la repositionnez. Une fois qu'elle est positionnée, vous descendez, vous la distractez et vous descendez votre polyéthylène sans trop de difficulté. Et vous obtenez une radio comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre. En tout cas, on a essayé de vous le résumer au maximum. C'est assez reproductible, il y a des points à pas rater. Et si vous voulez revoir des vidéos de l'implantation de la prothèse, on en a fait certaines qu'on a mis sur YouTube depuis quelques temps. Il y a quelques vues, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Mais en tout cas, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Et puis après, on peut discuter des points clés qui sont importants pour la réussite de l'implantation de la prothèse. Tu veux qu'on fasse une pause pour les questions sur la voie d'abord ou j'enchaîne sur... Comme ils veulent. Hein. Est-ce que vous voulez poser des questions sur la voie d'abord et après on continue ou est-ce que vous voulez poser vos questions à la fin? Je ne sais pas comment vous voulez le chat. Hein. Là, chat. Il y a le chat qui est ouvert, donc si vous voulez poser des questions sur la voie d'abord, sinon on continue. On peut enchaîner. Bon, on peut enchaîner. Ok, très bien. Alors, on enchaîne. Alors, moi, je vais vous reprendre la mise en place de la prothèse étape par étape. Alors, avec une vidéo, mais cette fois-ci sur une colonne en plastique qu'on a fait sur un workshop, vraiment pour que vous compreniez toutes les étapes de la mise en place de l'implant. Donc,
La première étape, qui est pas forcément la première d'ailleurs qu'on peut faire à un autre moment, mais qu'il faut faire absolument à un moment donné, c'est le repérage du milieu. Une prothèse, ça se centre de face. C'est pas une arthrodèse. Et c'est pas j'ai l'impression que je suis au milieu parce que j'ai bien abordé. C'est vraiment important d'avoir une scopie de face et d'être certain d'être bien au milieu. Donc vous repérez sur la vertèbre le mieux avec un petit coup de ciseau effectivement la vertèbre du dessus et du dessous ce qu'est le milieu pour que après vous n'ayez pas de problème à les retrouver. Ensuite l'étape de la disectomie, bon bah, enfin rien de très particulier. Là, évidemment, ce bistouri froid, c'est une colonne en plastique. Donc, Martin vous a montré au bistouri électrique. Seule chose, en latéral, quand vous êtes près des vaisseaux, n'hésitez pas à avoir recours au bistouri froid plutôt que au bistouri électrique. Vous décollez bien le disque des plateaux avec la cobe, et puis ensuite, vous pouvez faire la discectomie. Donc là, c'est avec une bouche ou avec une pince à disque, avec l'instrument que vous voulez. L'intérêt, bien sûr, c'est de faire une discectomie la plus complète possible. Hein. Il faut aller bien en latéral sur les côtés. Donc pour ça, après, on va s'aider donc de distracteurs et on va distracter progressivement à droite et à gauche pour avoir accès au côté droit et au côté gauche. Il faut retirer le maximum de matériel discal possible. Il faut bien cureter les plateaux pour bien les préparer sans faire d'effraction des plateaux. Et il faut aller le plus postérieur possible. C'est très important de faire ce qu'on appelle un release postérieur et latéral. Ça permettra d'avoir une meilleure distraction et de pouvoir mettre en place votre implant mieux, de pouvoir bien le mettre au fond. Si vous n'avez pas suffisamment libéré en arrière, vous n'arriverez pas à mettre votre implant bien au fond. Donc là, vous pouvez voir sur la scopie, donc on est avec le distracteur et on voit qu'on est bien au fond. On distracte progressivement et on peut aller vraiment bien latéralement. Et comme Martin vous avait montré sur sa vidéo, en fait, vous pourrez faire à la fin tous les gestes même endocanalaires, exactement comme on les fait en cervical. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire en lombaire ce qu'on fait en cervical. Donc là, je voudrais insister un petit peu sur les libérations postérieures. Et pour vous montrer là que vous êtes en endocanalaire, donc vous pouvez faire tous les gestes, notamment par exemple pour retirer un fragment discal qui serait en arrière. Donc voilà, là avec la curette, vous voyez que l'on fait un release postérieur très important et qu'on est jusque dans le canal. Donc là, on reteste avec les distracteurs qu'on arrive à bien distracter à droite et à gauche. Ça permettra d'assurer de mettre l'implant en place correctement. Donc une fois que cette étape est faite, on va préparer l'implant d'essai. Donc la plupart du temps, évidemment, c'est la penseuse qui va le faire, mais c'est peut-être pas mal d'avoir vu à quoi ça ressemble une fois. Donc vous avez des gabarits d'essai et comme Martin vous l'avait montré, on vient fixer sur le gabarit d'essai un frein. Ce frein, il est important parce qu'il va éviter quand vous allez mettre en place le gabarit d'essai que celui-ci recule dans le canal. Donc on vient bloquer le frein. Ensuite, voilà, on met le porte-implant sur l'implant d'essai et ensuite on va pouvoir introduire l'implant d'essai dans l'espace discal que l'on a préparé. Donc, pour la mise en place de l'implant d'essai, rien d'extraordinaire, si ce n'est que ça va être le moment, si vous l'avez pas fait au début, de vérifier que vous êtes centré. Hein. Donc, si vous ne l'avez pas fait au début, vous mettez en place l'implant d'essai et vous vérifiez que il est bien centré sur la face. Là encore, avec une scopie et pas seulement avec une impression visuelle qui est souvent fausse en fait. Donc, si l'implant sur le profil n'est pas suffisamment au fond, on vient desserrer le frein et on peut repousser l'implant pour qu'il soit bien au fond. Le but, c'est que ce soit vraiment le plus au fond possible et bien affleurant au coin postérieur. Une fois que l'implant vous paraît bien de profil et bien centré de face, on va pouvoir préparer à l'aide des ciseaux les rails dans lesquels vont rentrer la tige de la prothèse. Donc là encore, si vous n'aviez pas vérifié que vous étiez centré de face, c'est le moment de le faire avant de rentrer le ciseau, parce qu'une fois que vous avez mis le ciseau, c'est trop tard. Donc on vérifie bien qu'on est bien centré pour que le coup de ciseau soit bien centré. Là, pareil, bon, rien de sorcier, si ce n'est que, comme Martin vous le disait, vous allez parfois jouer avec la main soit vers le bas, soit vers le haut pour que le coup de ciseau soit symétrique sur le plateau du haut et le plateau du bas. Comme ça. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, une fois que ça s'est fait, on va pouvoir mettre en place l'implant définitif. Donc là, vous avez le porte-implant que l'on déverrouille pour pouvoir rentrer, donc fixer le plateau inférieur. On reverrouille le porte-implant sur le plateau inférieur. Et ensuite, on va mettre en place, donc, sur l'autre partie du porte-implant, le plateau supérieur. Donc, notez bien que la prothèse, on l'insère d'abord sans le polyéthylène, hein, juste les deux plateaux. Okay, donc, vous trouvez cette prothèse que Martin vous avait présentée en chrome cobalt, recouverte de titane et avec les deux quilles qui vont rentrer
là où on a fait nos rails avec le ciseau. Donc on retire l'implant d'essai. Là, moi je vous conseille, avant de mettre en place l'implant définitif, de remettre un coup de distracteur, de renettoyer au fond, de vérifier qu'il n'y a pas de fragments qui soient dans le canal, voilà, de bien vérifier avant de mettre en place l'implant définitif. Mince. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Donc c'est pas grave, on y retourne là. Voilà, et donc là, on a l'implant définitif qu'on met en place, qu'on fait progresser à coup de marteau. Et on vérifie bien sûr sur le profil que l'insertion est bonne et qu'on est bien le plus postérieur possible. Ensuite, on va mettre en place le polyéthylène, donc qui vient se glisser en fait sur des rails qui sont sur le porte-implant. Donc mise en place du polyéthylène, et pour pouvoir l'insérer, on a un distracteur en fait qui vient se fixer sur le porte-implant et qui va venir distracter un espace entre le plateau sub et le plateau inf de la prothèse. Une fois que l'espace est bien distracté, eh bien on va pouvoir faire glisser le polyéthylène et le faire descendre. Une fois qu'on a fait glisser le polyéthylène, c'est très important de l'impacter, de faire l'impaction finale du polyéthylène grâce à cet instrument. Donc le polyéthylène, voilà, on l'impacte de sorte qu'il y ait ce qu'on appelle donc no step, no gap, c'est-à-dire que le polyéthylène est affleurant au plateau inférieur. Ça, c'est vraiment important de le vérifier avant de retirer le porte-implant. Voilà, no step, no gap. C'est bien affleurant entre le polyéthylène et le plateau inférieur. Une fois que vous avez vérifié ça, vous avez vérifié l'ampli de face et de profil, vous pouvez extraire l'ancillaire de façon donc, assez simple. Vous enlevez donc le distracteur. Vous n'oubliez pas de déverrouiller le porte-implant de la prothèse parce que sinon, évidemment, vous arrachez la prothèse, donc ça serait un peu bête. Et une fois qu'il est déverrouillé, facilement, vous pouvez extraire le porte-implant et votre implant, voilà, est bien mis en place. Vous refaites un dernier coup de scopie de profil et de face pour vérifier que l'implant est bien mis en place. Voilà, donc maintenant, c'est quoi la suite? Donc maintenant, vous êtes les champions de la chirurgie par voie antérieure, vous savez aborder un rachis sans problème. A priori, vous savez aussi mettre en place la prothèse, ça c'est bon. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on la met en place cette prothèse? Ça c'est bien joli, mais chez quel patient on va pouvoir proposer cette indication? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste quand même voilà, soulever chez vous une question. Existe-t-il des recommandations en chirurgie ou en médecine d'ailleurs? Ça marche pour les deux. Alors, il y a bien sûr des recommandations officielles, la haute autorité de santé. Évidemment, ces recommandations, il faut les suivre, c'est une évidence. Mais ce ne sont pas les seules recommandations qu'on a en réalité en médecine ou en chirurgie. Il y a des recommandations qui sont moins officielles que l'HAS, mais pour autant qui sont totalement réelles. C'est ce qu'on appelle l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, c'est-à-dire PubMed. Évidemment, on espère bien sûr que l'HAS se base aussi sur PubMed. Enfin, bien sûr, il y a la loi. Alors, pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'il y a des choses importantes. D'abord, heureusement, on n'a pas d'obligation de résultat. Heureusement, en chirurgie fonctionnelle, en chirurgie du rachis, sinon ça serait un petit peu embêtant. Par contre, on a une obligation qui est claire, c'est de donner des soins conformes aux données acquises de la science. Et les données acquises de la science, c'est PubMed. Donc tout ça pour vous dire que l'HAS, c'est très bien, évidemment, il faut suivre les recommandations, mais que il faut quand même se poser la question de la mise à jour de ces recommandations, et que ce qui est vraiment mis à jour tous les jours, c'est PubMed et c'est des articles scientifiques. Donc ça, il faut absolument les lire et se tenir informé. Et c'est surtout vrai là dans la lombalgie, puisque dans la lombalgie, on a des sources de recommandations HAS qui sont clairement écrites, mais il y a aussi beaucoup d'autres sources de recommandations. Donc on va parler des recommandations HAS et des indications classiques, et ensuite on parlera des autres. Donc les recommandations HAS, comme vous pouvez le voir, elles datent de juin 2008, donc elles ont plus de 10 ans. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en 10 ans, il s'est passé déjà beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de publications sur la prothèse, plusieurs milliers sur PubMed. Si vous regardez, vous allez les trouver. Il y a eu environ 150 000 implantations de prothèses. Donc, il s'est passé des choses depuis 2008. Et c'est un petit peu le reproche qu'on fait aux indications HAS, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être bien pour démarrer il y a plus de 10 ans, mais qu'aujourd'hui, un implant qui a fait ses preuves et qui se complique quand même assez peu pourrait mériter d'avoir certaines indications supplémentaires. Donc,
Ça, c'est les indications qu'il faut avoir en tête si vous voulez respecter scrupuleusement l'HAS. Un étage vertébral, lombalgie discogénique, chronique invalidante, résistant au traitement médical de plus de 6 mois, au mieux 1 an. Adulte moins de 60 ans, discopathie lombaire ou lombosacrée symptomatique, donc de L2 jusqu'au sacrum. Donc tous les items sont critiquables, hormis peut-être celui lombalgie discogénique chronique invalidante. Celui-là, à mon avis, voilà, c'est celui qu'il faut vraiment garder en tête. Et après, tous les autres, ils peuvent être, à mon avis, transgressés. Après, ça dépend de comment vous avez envie de les transgresser, quel risque vous êtes prêt à prendre. C'est une relation de confiance qui doit s'installer avec votre patient. Si vous lui expliquez, monsieur, vous avez 2 discopathies, si j'en traite une, ben la deuxième, elle sera toujours là, il y a un risque d'échec. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de l'entendre. Si, quand vous discutez avec la personne, vous voyez déjà qu'il commence à sortir les recommandations HAS ou qu'il a l'air assez, il dit mais vous respectez pas ce qu'on dit et tout ça, il faut pas y aller. Voilà, il faut se restreindre à l'indication. Mais je pense que vous pouvez, avec un peu de feeling, essayer de screener les gens pour certains sont prêts à transgresser autant que vous. Après voilà, je dis pas qu'il faut pas respecter les règles, mais en tout cas, il y a certaines règles qui sont à mon avis complètement dépassées. À 60 ans, on n'est pas vieux. Il y a certains patients à 60 ans qui n'ont pas d'arthrose et qui sont plus actifs que quelqu'un de 40 ans. Donc c'est pareil. Tout ça, il faut commencer à se poser des questions et pour l'instant, la l'HAS n'est pas prête à le faire. Peut-être pour des critères qui nous échappent. Donc ensuite, la question intéressante, et là c'est nous, on se pose souvent cette question, c'est comment on fait le choix d'une prothèse ou d'une arthrodèse. Donc on a une discopathie, donc l'usure discale, une arthrose articulaire postérieure qui est absente sur un scanner. Donc nous, on utilise vraiment les 3 examens, IRM, radio, scanner, c'est vraiment fondamental pour faire le choix. Donc là, on se dit c'est une pathologie qui est purement discale. Et là, on part plutôt sur un implant mobile. Si on a une IRM avec un disque en collapsus, une arthrose postérieure qui est débutante, voire évoluée, là, on va plutôt dire que c'est une pathologie globale, avec une pathologie du disque et aussi de l'articulation postérieure, des articulations postérieures. Et là, on partira plutôt sur un implant fixe. Voilà. En résumé, c'est un petit peu comme ça qu'on réagit. On raisonne aussi avec les radiographies pour les paramètres d'équilibre sagittaux de base, pour éviter de mettre des prothèses sur des incidences qui sont trop élevées, ou enfin, tout un tas sur des déformations, même si dans certains pays, ils passent un peu outre ça. Mais on utilise les radios surtout pour les histoires d'incidence et d'équilibre global. Qu'est-ce qui se fait après dans les autres pays? Donc là, on a l'article initial de l'FDA qui a été écrit par Jack Ziegler. Donc Jack Ziegler, c'est un des médecins du Texas Back, qui est co-concepteur de la prothèse avec Thierry, qui a participé activement, qui est venu plusieurs fois à Castelnau pour nous rendre visite et qui a fait une revue très 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 large en fait de la prothèse en comparant prothèse versus arthrodèse. Donc aux USA, ils ont vraiment une revue qui est énorme, multicentrique randomisée, ce qui est impossible à faire en France, pour qu'en 2006, ils puissent poser l'implant. Donc ils avaient vraiment envie de poser cet implant, ils se sont battus pour le poser et aujourd'hui ils peuvent le poser de manière un petit peu plus large que nous. Donc ça c'est un résumé des différentes recommandations par pays. Donc elles sont globalement identiques. Il y a quelques différences et notamment sur des petites déformations, donc ce qu'on voit des spondylos de grade 1. Nous on le fait pas vraiment. Voilà, nous on fait pas ça. Je sais que moi j'ai déjà vu passer des radios ici de prothèses sur des spondylos dégénératifs. Moi ça me paraît un petit peu moins logique. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas. J'ai vu passer des radios aussi sur des spondylopaраlyses avec reconstruction quand il n'y avait pas de listhésis. C'est pareil, moi j'ai pas fait et je sais pas ce qu'il faut en penser. Après j'ai déjà vu des prothèses sur des scolioses qui étaient faibles. Dans certains pays c'est moins de 20 degrés ou sur des scolioses qui sont en dehors du disque qui est pathologique. Donc ça, à mon avis, ça c'est plus intéressant. Ensuite, le signal modique. Donc le signal modique, moi quand j'étais interne, c'est le signal qu'on cherchait pour opérer les lombalgies. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un signal qui est indispensable pour opérer les lombalgiques? Ça, c'est vraiment une vraie question. Et il y a eu pareil des articles qui ont été faits à Marseille sur ça, qui ont montré qu'il n'y avait pas une énorme différence entre les patients qui étaient modiques 1, modiques 2 ou modiques 0. Donc
C'est un signe quand même qu'on recherche parce que c'est marqué sur les indications de la prothèse par l'HAS de préférence modique 1, donc c'est un argument supplémentaire pour faire un implant discal, mais c'est pas le signe ultime pour dire s'il a un modique 1, je dois l'opérer et je dois lui mettre une prothèse. Pour nous, c'est juste un argument supplémentaire. Ensuite, les complications. On a vu au départ que les complications, elles étaient surtout liées à la voie d'abord, donc des complications artérielles, zéro. On n'en a jamais, jamais, jamais. Les complications qu'on peut avoir au niveau artériel, je parle de plaies. Les complications de plaies, il n'y en a jamais, car on opère des patients qui sont sains, avec des artères saines, qui ont des vaisseaux qui sont solides, et donc vraiment, à moins de faire une plaie volontaire, c'est quasi impossible de faire une plaie artérielle. Vous pouvez, si vous contrôlez pas bien vos segmentaires, avoir des saignements, mais qui nécessitent vraiment une réparation mineure, c'est-à-dire un clip. Ensuite, des déficits neurologiques, c'est arrivé probablement par des défauts d'implantation ou par un défaut de release, un morceau de cartilage expulsé dans le canal, la prothèse qui vient en conflit avec une racine. Donc ça, c'est des complications qu'on a déjà eues. Des éjaculations rétrogrades, on sait que c'est décrit principalement L5S1. Donc c'est pour ça qu'on a de préférence choisi de réaliser la voie droite, mais c'est pas la seule raison. Peut-être que Caroline nous en parlera après, sinon on en parlera pendant les questions. On en a. On en a de moins en moins. Je pense que c'est lié à l'apprentissage en fait. Au début, on en a plus, et après, on fait plus attention, on utilise moins la coagulation, on est beaucoup plus précautionneux, et on en a de moins en moins. Et ensuite, des infections, c'est vraiment rarissime. Moi, j'avais recensé l'année dernière les infections. Sur les prothèses discales, il y en avait une pour les 4 chirurgiens, une infection profonde. Des infections superficielles, on peut en avoir. On en a quelques-unes chacun, tous les ans. Mais des infections profondes, vraiment au niveau de la prothèse, c'est 1, 2, 3 par an pour l'ensemble des chirurgiens. Donc des 4. Et des brèches durales, peut-être qu'on en a plus, mais souvent elles sont occultes. Et en tout cas, le péritone est une belle aide pour les brèches, pour les résorber. Ensuite, les complications liées à la prothèse, ça peut arriver. Des douleurs récidivantes, on n'a pas l'obligation de résultat. Il faut screener ces patients, mais on peut avoir des douleurs post-opératoires liées à un défaut d'indication, ça nous arrive. Liées à un défaut de positionnement, pareil, ça peut arriver aussi. Des décellements, migration de prothèses, ça arrive aussi. Alors moi, j'ai remarqué, ça je parle de mon expérience personnelle, majoritairement en L5S1. C'est pour ça qu'en L5S1, il faut être scrupuleux sur l'indication. Moi, c'est le seul niveau où j'ai réellement eu des soucis de décèlement. Alors, c'est plutôt des décèlements aseptiques. J'ai eu une fois un décèlement septique, mais un décèlement aseptique, je pense que j'en ai eu quelques-uns. J'en ai repris aussi qui venaient d'ailleurs. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ça, mais c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. C'est rare, mais ça arrive. Fracture de l'implant, ça m'est jamais arrivé. Je pense pas non plus. Au CCV, je pense que c'est jamais arrivé non plus d'avoir une fracture au niveau de l'implant. Je pense qu'en parlant de fracture de l'implant, peut-être qu'il parle des fractures des encres de la prothèse LDR, mais nous, en tout cas, des fractures d'implant, c'est vraiment, ça paraît quand même compromis. On peut avoir des expulsions du polyéthylène, moins que dans une prothèse où le noyau est mobile, mais ça c'est déjà arrivé, ça j'ai déjà vu. Impaction dans les corps vertébraux, ça arrive aussi. Ça peut être lié à plusieurs facteurs. Un défaut d'indication, un patient qui avait un os qui n'était pas suffisamment solide, c'est pour ça qu'il faut faire des densitométries quand vous avez un doute, notamment chez les femmes après 50 ans ou les femmes ménopausées ou autres pathologies, prise de corticoïdes, ça vaut le coup de le faire. En tout cas, ça rajoute un argument supplémentaire. Vraiment, il faut faire attention, et ça peut aussi venir du fait que votre release est insuffisant. C'est-à-dire quand vous mettez le distracteur et que vous avez un release insuffisant, ben vous allez forcer sur au plateau, et le risque en forçant, c'est de casser. Donc ça arrive. Donc il faut être vraiment précautionneux et faire un bon release avant de distracter. Fracture des corps vertébraux, oui aussi, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois après une implantation avec l'ostéotome. En fait, j'ai fait un trait de refend sur L5. Tout L5 était refendu en deux, non déplacé mais refendu. Donc c'était une patiente qui avait des douleurs, mais des douleurs qui allaient croissant. Donc j'ai fait un scanner, j'ai vu la fracture, j'ai mis un corset, je l'ai immobilisé. 3 mois après, la fracture était consolidée. Ça m'est arrivé, je pense que je suis pas le seul et ça arrivera à d'autres. Dégénérescence des segments adjacents et des facettes articulaires, donc c'est deux choses différentes. Dégénérescence du segment adjacent, oui, mais moins qu'après une arthrodèse.
Et dégénérescence des facettes articulaires, oui, mais comme si vous aviez conservé votre disque, vos facettes articulaires peuvent s'abîmer parce que vous les utilisez. Donc oui, ça peut arriver les deux, mais voilà, une des idées de la prothèse, c'est de conserver une mobilité pour avoir le moins de problèmes possible. Et des problèmes d'ostéolyse, de décèlement. Moi, ostéolyse, j'ai pas eu, et décèlement, on en a parlé un petit peu plus haut. C'est déjà arrivé, principalement aseptique, on fait des prélèvements, et des décèlements septiques, en fait des des défauts d'intégration, puisqu'on n'est pas cimenté, ça arrive aussi. Alors, donc Martin, vous avez parlé des indications un peu classiques, si je puis dire. Et la question, c'est donc est-ce qu'il y a d'autres indications et dans quel cas est-ce qu'on peut mettre en place cette prothèse? Alors, je vous propose déjà de voir ces 3 coupes axiales. Donc avec, super, une hernie discale, a priori 3 coupes axiales qui se ressemblent et qui laissent pas trop présager en fait du sagittal. Première coupe sagittale, en fait une hernie qui survient sur un disque L5S1 qui est pas si mal que ça, hein, voilà, pas vraiment une grosse discopathie. Deuxième hernie, un disque qui est un peu déshydraté mais qui conserve une bonne hauteur. Troisième hernie, un disque qui est complètement collabé, une inflammation sur le plateau et donc une vraie discopathie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est cette hernie discale qu'on voyait sur la coupe axiale, en fait, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est une hernie discale qui est en premier ou est-ce que c'est une discopathie en fait qui se complique après d'une hernie discale? Donc la question, c'est est-ce qu'on a le droit de traiter une hernie discale lombaire par une prothèse discale? Alors si on pose la question comme ça, la réponse en fait c'est non, enfin selon les recommandations. Quand on regarde donc l'HAS, ça nous dit bien que la contre-indication, c'est la présence d'une hernie discale exclue, hein, cependant c'est quand même bien marqué exclue, et un patient qui est principalement sciatalgique. Si on regarde aux États-Unis, alors ça nous dit qu'on peut la poser donc sur une discopathie dégénérative, ok. Là, on a le droit d'avoir une hernie. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir une compression radiculaire isolée, surtout si c'est dû à une hernie. Bon, c'est pas très clair. Notez aussi sur la puissance des recommandations qu'il y avait quand même marqué que si vous étiez HIV positif, vous avez le droit d'avoir une prothèse. Bon, donc il faut quand même s'interroger sur les recommandations. En fait, il faut peut-être avoir juste un peu de bon sens et comprendre qu'il n'y a pas de blanc et de noir. Enfin, parfois il y en a, mais il y a beaucoup de gris. Alors le tableau blanc, c'est quoi? Le tableau blanc, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une hernie discale qui survient sur un disque où il n'y a pas beaucoup de discopathie. Donc a priori, c'est vrai que c'est peu probable que le patient vous parle de passé lombalgique majeur. A priori, son problème là, c'est vraiment la radiculalgie. C'est pour ça qu'il vient vous voir. Donc a priori, il n'y a effectivement aucune raison de lui proposer une prothèse de disque. Et en ce sens, là, effectivement, non, on ne traite pas une hernie discale par une prothèse de disque et chez ce patient, on lui proposera une discectomie simple. Par contre, ce tableau est très différent du tableau qui est un peu plus noir, on va dire, où là, il y a une discopathie sévère. Là, très probablement, le patient a eu un passé lombalgique important. Très probablement, le tableau est mixte. Il a une radiculalgie, mais il a aussi mal au dos. Et là, pourquoi ne pas vouloir traiter la lombalgie en même temps que la radiculalgie? Donc, il faut discuter avec le patient des deux options, lui expliquer la différence entre une discectomie, une prothèse. Voilà, il faut communiquer avec le patient. La plupart du temps, c'est pas si simple que ça, c'est gris, mais ça revient toujours au même. Il faut évaluer s'ils ont mal au dos, s'ils ont plutôt mal dans la jambe, s'il y a une discopathie importante, et il faut tout expliquer au patient et l'inclure dans la décision. Et la plupart du temps, quand on fait ça, ça se passe très bien. Alors, je voulais juste vous parler aussi du cas des récidives d'hernie discale. Moi, on m'a toujours donné les chiffres suivants quand j'étais interne, quand j'étais chef. On m'a dit, premier épisode de hernie, risque de récidive 10%. Deuxième épisode de hernie, risque de récidive 50%. Troisième épisode de hernie, risque de récidive 100%. Bon. Alors là, on peut quand même se poser des questions. C'est-à-dire que premier épisode de hernie, risque de récidive 10%, c'est pas si important que ça. Effectivement, si on est dans le cadre d'une discopathie, d'une absence de discopathie, évidemment, on propose une discectomie simple. Deuxième épisode de hernie, quand même, le type a 50% de chance de refaire une, on peut commencer à se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a toujours appris quand j'étais interne et chef. Il faut commencer à poser la question au patient, est-ce qu'il est lombalgique? Et en fait, dès le deuxième épisode de hernie, si le patient est aussi lombalgique, et en fonction aussi bien sûr de son IRM, on va commencer à pouvoir discuter de faire soit peut-être une arthrodèse ou peut-être une prothèse. Troisième épisode de hernie, là franchement, c'est pas cool de faire une discectomie. On sait que le patient a 100% de chance de récidiver, donc il faut se poser la question, est-ce qu'on peut pas lui faire un truc peu définitif, arthrodèse ou prothèse? J'attire votre attention sur le fait que quand vous faites des discectomies itératives et que vous réopérez par voie postérieure, le risque c'est de retirer trop d'articulaires postérieurs et de se retrouver sur un troisième épisode de hernie avec une articulaire à moitié bouffée du côté où vous avez fait une discectomie itérative. Et là, la prothèse devient une contre-indication. Il faut que vos articulaires postérieurs soient
intacte pour pouvoir mettre une prothèse. Donc vous pouvez décider de repasser par voie postérieure, mais réfléchissez bien en fait que le patient a quand même une chance de refaire une hernie et que si vous voulez lui mettre une prothèse, il faut vraiment conserver l'articulaire postérieur. Tout ça pour vous dire que de toute façon, il n'y a pas une seule vérité et qu'une fois de plus, c'est important de bien l'évaluer, de poser toutes les questions, d'expliquer au patient et de communiquer, de l'inclure dans la décision. Alors, cas de discopathie étagée, parce que bien souvent, en fait, les patients n'ont pas juste un disque L5-S1 ou un disque L4-L5 et ils ont une discopathie étagée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme Martin vous montrait, si on suit l'HAS, on fait rien en fait, puisque l'HAS, elle dit un étage vertébral, point barre, le reste, on n'a pas le droit de les opérer. Bon. Si on regarde la FDA, ils disaient aussi, parce qu'ils ont changé récemment, il fallait qu'un niveau atteint. Mais récemment, ils ont dit qu'avec 2 niveaux, si on pouvait peut-être mettre des prothèses. Bon, ça c'est la première source d'information. Maintenant, si on regarde une autre source d'information importante qui est PubMed, qu'est-ce qui se passe quand il y a la discopathie étagée? Est-ce qu'on n'opère pas les gens? Il semblerait que si, on opère les gens. European Spine Journal 2016, étude qui compare un montage hybride avec ALIF et prothèse sur 2 niveaux versus une arthrodèse postérieure sur 2 niveaux. Premier fait, c'est que manifestement, c'est établi que les discopathies étagées, on peut les opérer voie post ou voie hante, mais on les opère. Et là, ils vont donc mettre une arthrodèse et une prothèse. Et il semblerait que la chirurgie hybride donne des bons résultats. C'est pas le seul papier. OTSR 2017. Jérôme Alain compare sur des discopathies double niveau des montages hybrides, donc arthrodèse-prothèse, avec 2 prothèses. Donc là, on est carrément hors recommandation HAS, et pourtant, ça fait un papier publié dans une revue tout à fait respectable, et qui donne des bons résultats sur les doubles prothèses. C'est pas le seul papier. 2016, revue systématique et méta-analyse des montages hybrides pour la prise en charge chirurgicale des discopathies multiniveaux. Donc, manifestement, les chirurgiens de par le monde opèrent les discopathies multiniveaux et avec des bons résultats. Spine 2018, là encore, traitement chirurgical des discopathies multiniveaux. Bref, ça paraît honnête et faisable de se défaire des recommandations HS pour les discopathies multiniveaux et de les opérer. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait à ces discopathies multiniveaux? Donc là, je suis partie sur une discopathie de niveau. On peut faire plein de choses en fait. On peut faire des montages hybrides, donc une arthrodèse avec une prothèse, on peut faire 2 prothèses ou on peut faire 2 arthrodèses. Tous les montages sont fiables et efficaces. La littérature diverge beaucoup sur la supériorité d'un montage par rapport à l'autre. Et les montages qui semblent le plus réalisés et de plus en plus réalisés, ce sont les montages hybrides, arthrodèse-prothèse. J'insiste, bien sûr, quand c'est faisable de mettre une prothèse à l'étage L4-L5, il n'y a pas d'arthrose postérieure. Alors pourquoi est-ce qu'on met une prothèse? Pourquoi pas 2 arthrodèses? Il semblerait quand même que mettre une prothèse, ça semble quand même assez démontré, ça protège l'étage supérieur de la discopathie dégénérative. Spine 2018. Est-ce que ça donne plus de mobilité? Ça, on aurait envie de le penser, les articles sont parfois divergents. Est-ce que les résultats cliniques sont meilleurs? Là, des articles qui sont très divergents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'infériorité par rapport au gold standard qui semble être l'arthrodèse. Donc, je vous le redis, tous les montages sont fiables et efficaces. La littérature diverge beaucoup. Les montages hybrides sont les plus réalisés. Et si on met une prothèse, pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas 2 finalement? Alors, si on suit l'HAS, c'est complètement interdit de mettre 2 prothèses. Si on suit la FDA, c'est autorisé depuis peu. Et si on suit PubMed, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui ont quand même essayé de poser 2 prothèses. 2019, un papier avec une étude prospective sur 159 patients qui regardent les résultats donc des traitements de discopathie multiniveaux avec des prothèses et qui montrent qu'il y a des bons résultats avec une préservation de la mobilité. Je vous remonte le papier de Monsieur Alain en 2017 qui confirmait bien que sur des discopathies de niveau, on avait des bons résultats avec la mise en place de 2 prothèses. Alors pourquoi pas de prothèses? Il y a un frein majeur en France, c'est l'assurance maladie, qui se fie sur les recommandations de l'HAS et qui donc ne rembourse qu'un seul implant. En tout cas, si vous êtes dans le privé. À l'hôpital, vous avez probablement un peu plus de liberté pour pouvoir choisir de mettre plusieurs prothèses. Donc ça, c'est quand même un frein majeur parce que une prothèse, ça coûte la modique somme de 1 700 €. Donc c'est pas tous les patients, bien sûr, qui peuvent le payer, sachant que du moment où il n'y a pas de base de remboursement sécu, les mutuelles ne remboursent strictement rien sur l'implant. Donc les 1 700 €, qui est quand même une grosse somme, sont totalement à la charge du patient. Alors, est-ce qu'on peut traiter des discopathies 3 ou 4 niveaux? Oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme montage? Des montages, là encore, variés. On peut faire des montages hybrides. Je ne vous ai pas montré la radio, mais on peut faire
des prothèses sur plusieurs niveaux. En tout cas, là, la littérature scientifique est moins, il y a moins de littérature scientifique sur les montages hybrides ou sur les montages entièrement de prothèses sur plus de niveaux. Donc là, on est peut-être un peu plus dans l'inconnu. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une prothèse sous une scoliose? Donc là, je pense que tout le monde fronce quoi? Non, jamais, bien sûr que non. Alors, je vais juste vous présenter le cas de cette patiente et puis vous allez voir ce que vous auriez fait. Donc, c'est une patiente qui est jeune, elle a 37 ans, elle a une scoliose lombaire qui est évolutive, qui est douloureuse. Sur les clichés dynamiques, on voit que cette déformation est relativement souple et ça donne plutôt envie de s'arrêter effectivement, pourquoi pas en L4 hein, pour bien la corriger. Et puis on lui fait quand même une IRM et là on voit ce disque L4 L5 qui est quand même vraiment pas en bon état. Et donc là, se pose la question, que faire? Est-ce que, tant pis, on s'arrête quand même en L4 au-dessus pour lui préserver 2 disques, mais le risque que ça tourne au vinaigre sur L4 L5 est assez important. Est-ce qu'on s'arrête en L5? C'est pas très sympa à 37 ans ou à 39, je ne sais plus, de s'arrêter en L5 et de lui laisser un seul disque. Donc nous, on a fait ce choix. La déformation était très mobile, donc on a fait le choix de mettre une prothèse à l'étage L4 L5 et là ensuite de faire une arthrodèse au-dessus et on a donc une prothèse sous une scoliose qui est bien corrigée. Là par contre, c'est vrai qu'il y a peu de littérature scientifique sur le sujet, mais ça peut mériter qu'on s'attarde et qu'on se pose des questions. Évidemment, ça c'est totalement hors recommandation. Et pour vous dire qu'on n'est pas complètement fou, Spine, alors 2009, il y avait quand même déjà des gens qui s'intéressaient sur une étude biomécanique à la mise en place d'une prothèse sous une scoliose. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un traitement chirurgical ou médical d'ailleurs? 2 choses. D'abord, la safety first. Alors, sauf bien sûr si on parle de chimiothérapie, mais là on est sur de la chirurgie fonctionnelle, donc on veut, quoi qu'on fasse, que ce soit pas dangereux. Deuxièmement, on aimerait bien que ce soit efficace, ça c'est certain. Alors, est-ce que la prothèse lombaire, ça remplit ces 2 critères? En ce qui concerne la sûreté, c'est un implant donc qui est connu et utilisé depuis environ 30 ans. Il y a des centaines, des milliers d'articles scientifiques en fait qui sont publiés sur le sujet. C'est validé par l'HAS, par la FDA, c'est même remboursé par l'assurance maladie. Donc a priori, c'est plutôt sûr. Est-ce que c'est efficace maintenant? Là encore, on a beaucoup d'études qui montrent en tout cas qu'il n'y a pas d'infériorité par rapport au gold standard qui semble être la LIF. Les études de supériorité sont beaucoup plus difficiles statistiquement à faire. C'est pour ça que c'est souvent des études de non-infériorité. Il semble quand même que ça diminue la dégénérescence sur les disques adjacents, ça conserve la mobilité et maintenant c'est même valide sur 2 étages. Donc a priori, la prothèse de disque lombaire semble assez bien remplir les critères de l'efficacité et de la sûreté. Tout ça pour vous dire que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique, c'est pas une fantaisie, la prothèse discale, qu'il y a beaucoup de recul et beaucoup plus bien que sur beaucoup d'autres implants qui sont pourtant utilisés de façon courante, et que de toute façon il n'y a pas une vérité en chirurgie du rachis, donc voilà. Il faut, je pense, garder l'esprit critique et bien sûr rester humble parce que comme je vous le disais, il n'y a pas qu'une vérité, les choses sont rarement simples. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés et puis maintenant on est disponible si vous avez des questions, voilà. Donc il y a le chat que je mets là. Alors. Objectif de la discectomie, ouverture du ligament postérieur. Tu réponds? La plupart du temps, oui. La plupart du temps, c'est partie du release postérieur pour avoir une ouverture qui est bien complète et éviter qu'on ait la prothèse en fait qui se mette trop ouverte en fait parce que derrière si vous faites pas un release complet, la prothèse ne pourra pas faire ne pourra pas faire d'extension complète, vous aurez une flexion très importante, une flexion qui sera très faible et donc oui, on ouvre quasiment tout le temps en fait, moi je ouvre tout le temps. Voilà, un release postérieur complet. Et la deuxième question, loupe ou lunette, oui, en fait on l'utilise à chaque fois parce que ça permet en fait de faire un release qui est complet et en toute sécurité. Je pense que les brèches durales, on a dit qu'il y avait 0,3%, je pense que c'est plus, mais si vous faites sans loupe, le risque c'est de faire des brèches durales et après elles seront rattrapées par le péritoine qui sera devant, donc vous ne les verrez pas, mais ça vaut le coup de mettre des lunettes pour le faire. Je fais juste un petit point en plus sur les loupes. Je ne sais pas si la plupart des gens qui les écoutent sont des internes, donc c'est vrai que ça vous paraît un investissement cher et c'est le cas. Mais c'est vraiment un investissement qui est indispensable. Moi, j'ai opéré interne et chef sans loupe et sans lampe frontale. Et franchement, maintenant que je vois ce que je fais, je me demande ce que je faisais avant, en fait.
Ça vraiment, ça change tout. Et aussi sur les voies postérieures, vous allez avoir moins de brèches durales. Et quand vous faites les abords antérieurs, alors ça, on n'est pas tous, je sais pas si tu utilises la loupe sur l'abord, mais moi, sur la dissection des vaisseaux, j'ai mes loupes et on voit beaucoup mieux les plans de dissection, quoi. De plus en plus. Ensuite, toujours à droite pour L5S1, à gauche au-dessus. Toujours à droite pour L5S1, oui, toujours, parce qu'en fait, aucune raison de passer à gauche. En L5S1, la voie d'abord, elle est aussi facile à droite qu'à gauche, ça change strictement rien, si ce n'est juste se faire au fait qu'on inverse droite et gauche, donc pour la géométrie dans l'espace, peut-être pour les filles, c'est plus difficile. Mais sinon, sur la technicité de l'abord, ça change strictement rien, si ce n'est que vous avez du coup pas d'éjaculation rétrograde. Donc ça, c'est quand même un énorme plus. Et pour au-dessus, alors à gauche au-dessus, oui, mais on peut faire à droite. C'est vrai que c'est plus facile quand même de faire à gauche au-dessus parce qu'il n'y a pas la mobilisation de la veine cave, mais on utilise la voie droite au-dessus dans plusieurs cas. On va l'utiliser chez des patients, par exemple, si vous avez un L4, L5 qui est vraiment pourri, un L3, L4 qui commence à être pas top, vous vous dites tiens, je vais pas faire L3, L4, je vais faire L4, L5, mais peut-être que dans 5 ans, je vais devoir y retourner. Là, c'est vachement intéressant de faire une voie droite pour pouvoir conserver la voie gauche après en cas de réabord. Donc après, la voie droite, par contre, c'est pas que c'est beaucoup plus difficile, c'est que c'est un peu plus technique et un peu plus effrayant parce qu'il y a cette grosse veine cave à mobiliser. Mais concrètement, c'est les mêmes étapes, c'est-à-dire le contrôle de l'anastomose ilio-lombaire, le contrôle des segmentaires et une dissection progressive étape par étape. Mais c'est sûr que là, pour le coup, si vous la faites, faut pas la faire tout seul la première fois, je pense, quoi. Après, juste pour compléter, si vraiment vous êtes effrayé par la mobilisation de la veine cave, on peut faire une voie gauche et refaire encore une voie gauche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas, quand vous faites un abord, il faut se concentrer à faire l'abord uniquement sur le disque que vous allez opérer. Il faut essayer de pas aller trop loin dans la dissection. Le problème que vous allez avoir dans la récidive dans la reprise de la voie gauche, c'est que vous n'allez pas pouvoir passer à nouveau par le même endroit, c'est-à-dire sous l'arcade. Vous allez devoir passer au niveau de l'aponévrose. Donc en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est disséquer l'aponévrose, aller jusqu'au transverse, et ensuite, il va falloir séparer l'aponévrose du péritoine. Donc c'est ça qui va être un petit peu plus technique. Vous n'allez pas pouvoir passer par-dessous, mais vous allez passer directement dans l'aponévrose et contourner le péritoine. Donc c'est possible aussi de refaire deux voies gauches. C'est technique, mais c'est possible. Et ça permet d'éviter de mobiliser la veine cave. Ensuite, avez-vous déjà été obligé de fixer un étage où vous aviez mis une prothèse pour cause de dégénérescence des articulaires postérieurs, évolution de ces patients? Alors, obligé de fixer un étage où j'ai mis une prothèse, ça m'est déjà arrivé. C'était pas parce qu'il y avait une dégénérescence des articulaires postérieurs. C'était parce que je crois que on s'était planté dans l'indication initiale, que le patient allait pas bien et que après, le patient, je vous rassure, ne va toujours pas bien. Donc, je pense qu'en fait, on s'était planté, enfin, je m'étais planté depuis le début. Mais en tout cas, pour cause de dégénérescence articulaire postérieure, moi, j'ai pas eu, et surtout, moi, je suis les patients de Thierry Marnet, donc ils en posent quand même un certain temps. Je reviens des patients qui ont quand même des prothèses depuis très longtemps, et j'en ai pas qui reviennent pas comme ça. Alors, peut-être qu'ils sont allés voir d'autres chirurgiens, c'est possible, parce que souvent, on voit que les râteaux des autres, on voit. Ensuite, quand on reprend aussi, moi j'essaie quand même de dire, de voir si je peux pas reprendre par voie antérieure. Si je dois enlever une prothèse, et notamment sur L5S1, puisque c'est à mon avis le cas qui pose le plus de questions, et je vois qu'il y a une question qui apparaît sur ça. C'est, j'essaie quand même de reprendre par voie antérieure, mais par contre j'avertis qu'il y a des risques d'éjaculation rétrograde qui sont plus importants. D'où la voie droite aussi sur la reprise. Alors sur L5S1, comme dit Martin, là du coup, si vous êtes passé à droite, vous passez à gauche ou vice versa, c'est l'abord est moins difficile. Et si vous êtes au-dessus, donc s'il y a une prothèse qui a été mise en L4, L5, d'où l'intérêt d'avoir la voie droite où vous pourrez accéder a priori plus facilement. Mais en L4, L5, ça devient quand même un peu plus compliqué et un peu plus touchy d'enlever la prothèse. Et parfois, on est obligé de rebrousser chemin parce qu'il y a trop de plaies vasculaires et que c'est pas possible, quoi. Ça nous est déjà arrivé avec Thierry. Alors, l'anamnèse limite-t-elle vos indications d'arthroplastie, douleur en extension, dos de type 4 ou de type 1? Vous répondre? Ça fait partie des critères pour nous d'inclusion. On regarde, c'est sur l'interrogatoire, sur les radiographies. Les dos de type 4, on essaie quand même de plus ou moins de les éviter, surtout sur le L5S1. C'est pas un critère d'exclusion totale, ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes dos de type 4, mais après, ça fait partie des choses qu'on regarde. En tout cas, vraiment, on essaie d'avoir un bilan complet pour tous nos patients. Donc, scan IRM sur scan quand on a un doute, radio tout le temps, angioscan ou angio-IRM assez fréquemment. En tout cas, au départ, il faut le faire tout le temps.
Mais oui, ça peut être un critère d'exclusion. Je rebondis sur les deux type 4 et type 1 pour avoir là revu moi récemment parce que justement je voulais voir c'est les différences de résultats entre les différents types de dos. Donc j'ai revu avec Nathalie 3000 enfin beaucoup de dossiers et en fait il se trouve que les type 4 on en a presque pas parce que c'est assez logique, on les exclut mais c'est pas eux qui font les grosses discopathies, les patients qui vont faire le plus de discopathie, c'est les type 1 et les type 2. Donc automatiquement de toute façon on a moins de type 4 qui viennent pour un problème de discopathie qui nécessitera une prothèse quoi. La question du dessus, SVP pour les déformations post-traumatiques. Bah, pour moi, j'ai jamais fait. Et je vois pas dans quel cas, en fait, je pourrais faire ça pour une déformation post-traumatique. Ça, c'est vraiment prendre un risque. À mon avis, ça, c'est vraiment prendre un risque. Et je vois pas ce que ça fait parce qu'une déformation traumatique, on l'aurait plutôt dans la vertèbre et pas dans le disque. Alors, il faudrait avoir une vertèbre avec une lordose importante, c'est-à-dire enfin, une vertèbre, même un plateau sur mesure. Enfin, là, je vois pas l'intérêt. Donc, moi, j'ai jamais fait ça et je pense que je le ferai pas. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Facile, si pas, juste Ah oui, facile à retirer, facile à réviser. Oui, c'est facile à réviser. En fait, il faut dans un premier temps faire sortir le polyéthylène. C'est assez simple, en fait. Vous, avec un ostéotome, le plus compliqué dans une reprise, c'est la voie d'abord. Une fois que la voie d'abord elle est faite, après, c'est toujours possible de retirer et sans difficulté. Il faut d'abord faire sauter le polyéthylène. Une fois que le polyéthylène a sauté, en fait, avec un ostéotome au ras du plateau, vous pouvez le faire sous radio si vous sentez pas. Vous arriverez toujours à enlever un plateau culotte. Il faut pas la sortir monobloc. C'est aussi l'avantage d'avoir une prothèse qui n'est pas monobloc par rapport aux prothèses monobloc qu'on est obligé de ressortir d'un coup et qui donc là peuvent faire des dégâts. Mais là, la prothèse non monobloc, oui, c'est facile à retirer. La prodisque a combien de degrés de liberté? Elle peut bouger dans tous les plans, flexion, extension, rotation. Donc c'est une prothèse on arrive à avoir des mobilités qui sont assez intéressantes, qui sont assez proches d'un disque classique. Moi, j'ai déjà eu des mobilités qui pouvaient être en flexion-extension de presque 10 degrés, certaines même 10 degrés. Et donc, on arrive à avoir des gens qui ont vraiment une reprise de la vie normale. Après, moi, ce que j'explique aux gens, c'est pas parce que vous avez un étage opéré que vous pouvez plus bouger. Ça, c'est quand même une idée reçue qui est importante chez les gens. Même avec une arthrodèse. Hein, le bon exemple que vous donnez aux patients, c'est que c'est Tiger Woods hein, qui a quand même une arthrodèse L5S1 et ça l'a pas empêché d'être champion du monde de golf derrière. Quoi. Donc, même avec une arthrodèse, on arrive quand même à avoir une mobilité, une bonne mobilité après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, salut Martin et Caro, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Si, hein, et très on te bien. voit même. Ok, ok, parfait. Ben, déjà, je voulais vous remercier pour votre présentation, c'est vraiment hyper complet, hyper clair. Moi, j'ai juste une petite question par rapport au choix de la taille de votre implant. C'est-à-dire que pour le positionnement, la mise en place, etc., vous avez été parfaitement clair. En fait, ma question précise, c'est est-ce que vous cherchez systématiquement à avoir l'implant le plus remplissant dans le plan antéro-postérieur, mais également dans le plan frontal la plus large possible ou non? Oui, moi oui, en tout cas. Moi, je cherche Ok, vraiment à avoir l'implant qui soit le plus large possible, le plus couvrant pour ouais, avoir parce qu'on a quand même des impactions dans des plateaux. On peut avoir des prothèses qui sont impactées, donc dans le plat frontal qui sont pas parfaitement parallèles. Et j'ai l'impression quand même que quand on met une prothèse qui est bien remplissante, on a moins ce type de problème. Donc ouais. oui, moi je cherche toujours à mettre un implant qui est le plus remplissant possible, pas pas surévalué non plus pour pas qu'il déborde et qu'il soit vraiment parce qu'après le risque c'est le conflit avec les vaisseaux surtout. Donc ça non, mais oui l'implant le plus remplissant possible et ça c'est toujours un objectif, quoi. Après, de toute façon, pour la Prodisc, hein, il y a bien sûr d'autres implants. Il y a deux tailles, quoi. Hein, et souvent, ça le fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la taille M qui est chez Ouais. 99% des femmes et la taille L qui est à 90, peut-être un peu moins quand même, Ouais. des hommes, parce que les hommes petits, parfois, mais il n'y a pas 50 000 tailles différentes, quoi. Après, il y a la Oui, oui, comme sur la plupart des prothèses, quoi, d'ailleurs, hein. Ouais. ouais. Après, il y a la Souvent, polyéthylène. Donc, ça, je sais qu'on met au-dessus de 10 quand même. Enfin, on a eu, à un moment donné, une rupture de 10, on a mis un peu de 12 et c'était quand même, 10, c'est quand même la taille de polyéthylène qu'on utilise 99,9% Ouais, des très cas. souvent. Ouais. Et après, il y a l'inclinaison des plateaux qu'on peut choisir aussi sur la Ça Prodisc. varie par contre, ouais. Ça varie.
3-3 beaucoup sur L5-S1, L4, L5, 3 et 8 pas mal aussi sur L5-S1, et après au-dessus de L4, L5, 0 en bas, 3 en haut, c'est souvent ce qu'on utilise. Après voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est pour l'instant en tout cas c'est difficilement prévisible avant. On peut avoir une Mm. idée, mais c'est difficilement prévisible avant. Donc c'est l'intérêt des gabarits d'essai. Faites un profil et vous voyez si ça remplit bien, si c'est cohérent en fait dans votre choix. Si c'est cohérent dans Mhm. votre choix, c'est ce qu'il faut choisir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en L5-S1 en bas, faut pas mettre des zéros, faut qu'il y ait une inclinaison Voilà, ça. sur les plateaux. On va Ouais. pas te l'apprendre, Simon, ça, quand même. Bah non, mais c'est pas tout le monde que je le dis. Non, voilà. Et ben, ça marche. Bah, en tout cas, c'était super clair. Et j'ai juste une dernière question pour vous dans votre pratique, votre ressenti personnel enfin, pour les doubles niveaux entre le deux prothèses versus montage hybride. C'est ma Alors, je sais que c'est parce difficile que, de faire des généralités, etc., que chaque patient est différent, mais alors, il y a le est-ce que sentiment pour personnel vous, et il il y y a la a... réalité. La réalité, j'ai du mal à te la dire parce qu'en fait, justement, on voulait faire un papier dessus, on est en train de ressortir des patients, mais sauf que comme on veut des patients à 5 ans, c'était il y a 5 ans. Et on faisait beaucoup moins de RAC, etc. Donc, sur les résultats que j'ai il y a 5 ans, en pratique, des vrais résultats, hein, donc de la statistique, si tu veux, Mhm. il n'y a pas de différence entre les deux sur la satisfaction, etc. Il y a une différence en revanche sur les arrêts de travail qui sont 2 fois moins longs sur les doubles niveaux par rapport au montage hybride. Et ça, Ok, c'est sur des patients qui sont à plus 50, tu vois. Maintenant, ok. maintenant, sentiment personnel et pas fait scientifique parce qu'on a quand même beaucoup changé, on fait beaucoup plus de RAC, les patients sortent beaucoup plus vite, sont levés beaucoup plus vite. Sentiment personnel avec la prothèse, moi je pense que ça va plus vite. Après, t'as un gros biais de sélection parce que comme il y a un des implants qui est payant, les patients qui vont aller sur les doubles PTD, c'est des patients qui sentent qu'ils ont vraiment un intérêt majeur à avoir une double PTD. Et ça enfin, du coup, t'as forcément un biais, tu vois, c'est un patient plus jeune, plus actif, et ça va, je pense, constituer un biais. Mais donc, sentiment personnel, oui, ça va plus vite, ils reprennent le boulot plus vite, ils reprennent le sport plus vite, enfin voilà. En fait, on sélectionne vraiment les doubles prothèses. Donc, moi, j'ai plein d'exemples de doubles prothèses sorties le lendemain ou le surlendemain, 3 jours après, qui est allé au travail et, alors qu'il conduisait pas forcément, mais qui se faisait conduire au travail et qui recommençait. Ça, il y a pas mal d'histoires comme ça. Après, j'imagine que sur des arthrodèses, il y en a aussi. Je pense aussi que les alifs seuls, c'est quand même, ça manque un peu de stabilité au départ. Donc, je pense que c'est quand même un peu inconfortable d'aller bouger au tout départ avec une alif standalone. Et puis aussi, le gros biais qu'il y avait au départ, il y a plus de 5 ans, c'est l'inductose. Ça a été un gros problème, hein, quand même. Ça a révélé pas mal de défauts de certaines cages, qui étaient pas très stables, et la relative instabilité des cages, elle était masquée par l'inductose, qui a entraîné une fusion Ouais. très importante et très large. Ben, tu l'as connu, l'inductose, toi aussi, comme moi, hein. Ouais, bien sûr. Il y a quand même, il y a des cages où ça leur a fait très très mal, hein, de plus avoir d'inductose. C'est sûr qu'il y a une diminution des bons résultats chez les alifs. Ça, c'est Grégory Garoza qui avait revu toutes les alifs avec les différentes greffes intersomatiques et qui avait bien vu que en fait, quand t'as plus l'inductose, les alifs marchent moins bien en fait. Hein. Donc, Hmm. c'est sûr que peut-être il y a 5 ans, du coup, les alifs, t'avais un meilleur résultat par rapport à ce que tu aurais aujourd'hui par rapport à la prothèse, quoi, évidemment. Donc ça fait pas mal de biais pour évaluer les deux. Mais après sentiment personnel. Tu viens me voir et t'as 2 discopathies, je vais me battre pour que t'aies 2 prothèses. Ouais. Si tu si tu peux les avoir anatomiquement, je vais quand même me battre pour pouvoir mettre 2 prothèses. Et ça, je le dis parce que j'ai pris en charge un de mes amis très proche il y a pas longtemps. On en a discuté. Lui, il était parfaitement au courant des relatives contre-indications de l'HAS. Et il m'a dit, mais Hmm. je m'en fiche en fait. Moi, ce que je veux, c'est ce que toi tu penses et ce que toi, de ton tour d'expérience, tu pourrais dire. Et ça m'a donné raison. Mais parce que aussi, je pense que quand tu donnes le sentiment à la personne que ça va marcher, tu l'induis aussi là, tu le mets aussi dans des dispositions hyper positives pour que ça marche. Ça fait partie du résultat quand même de. Ouais, bien sûr. Bah là, je pense on est tous d'accord avec ça. La On est tous d'accord avec ça et Caro a bien insisté dessus que sur le point, enfin sur peu importe le type de chirurgie d'ailleurs, je pense qu'il faut que le patient soit inclus dans notre réflexion et que ça participe au bon résultat ou non de la chirurgie, quoi. Ça c'est évident, quoi. Voilà. Ok. D'autres questions? Merci en tout cas. Salut Ok, Simon, bah, merci. bah, merci à vous de votre attention. Là, en fait, Jean Méblou m'avait demandé d'enregistrer tout le webinaire, donc j'espère que ça a marché. En tout cas, j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer. Je le ferai passer à la JCR, mais surtout, je pense qu'on pourra le mettre sur YouTube, en fait, tout simplement.
Comme disait Martin, avec le confinement, on s'est modernisé et on s'est occupé. Donc, on a fait une chaîne YouTube où on a mis des vidéos de voix d'abord, des vidéos voilà, pour des patients, mais peut-être même, voilà, pour des chirurgiens. Et je la mettrai dessus. Donc, vous allez sur YouTube et vous tapez CCV Montpellier. Et puis voilà, on mettra des vidéos, celle-là, et puis des vidéos de voix d'abord. Voilà. Bah, écoutez, bon vendredi 8 mai, bon courage pour la semaine prochaine, pour ceux qui reprennent. Et puis voilà, merci à tous N'hésitez de pas nous à nous avoir suivis. solliciter. Voilà, oui, n'hésitez pas à nous solliciter, on est hyper dispo, même si vous avez besoin d'avis ou quoi, vraiment, il y a aucun problème. Et puis l'année prochaine, on essaiera de faire le vrai format que j'avais prévu initialement, qui était sur 2 jours, avec de vous faire venir au blog, de faire des live surgery, enfin voilà, que vous puissiez vraiment voir la voix d'abord et la mise en place en vrai. Voilà. Bonne journée à tous.